Eh bien, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver au siège de la Banque Populaire du Nord. C'est toujours un plaisir de se retrouver depuis quelque temps maintenant, en vrai, et non pas en visio. Donc, de nouveau, une soirée Investinov avec des beaux projets. Je crois qu'on aura l'occasion de bien les partager ensemble ensuite, puisqu'on aura notre traditionnel cocktail. Je voulais également, du coup, vous redire que la Banque Populaire du Nord est maintenant partenaire d'Investinov depuis un peu plus de 3 ans. Avec beaucoup de plaisir, on accompagne ce programme et on essaie d'être présent aux côtés des entrepreneurs. Donc j'espère que ça continuera encore très longtemps. Et puis aujourd'hui, on a aussi le plaisir d'accueillir Christian Gourdin qui va se présenter, puisque vous, comme vous voyez, je n'ai plus le même compère pour ce type de soirée. Merci Stéphanie. Oui, bonsoir à tous. Et rapidement, donc j'ai repris le flambeau de Thomas. En fait, j'ai repris le flambeau en ayant vécu le parcours du start-upper comme les 4 projets qui vont pitcher ce soir. Et j'ai été jusqu'à la session de l'entreprise, donc j'ai eu la chance de pouvoir vivre ce parcours complet. Et lorsqu'on m'a demandé de reprendre le flambeau, c'est avec un grand plaisir que je reprends ce flambeau pour pouvoir partager mon expérience et en faire aussi profiter tous ceux qui passent et qui passeront dans ces soirées Investinov. Et c'est un juste retour des choses que de pouvoir faire bénéficier de son expérience et développer l'innovation en région. Alors rapidement, je vais vous rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas ou pour qui ça serait la première soirée Investinov, le but d'Investinov, c'est de promouvoir l'innovation en région. On a jusqu'à maintenant eu une quarantaine de soirées d'investissement. Il y a 250 investisseurs qui ont participé ou qui participent à nos soirées, alors soit physiquement, soit à distance. 190 projets ont été présentés jusqu'à maintenant et plus de 130 millions d'euros ont été levés par les différents projets qui ont été présentés. Ce soir, on a 4 porteurs. Amandine les présentera juste après moi. Le format est simple. Il y a 7 minutes de pitch et 7 minutes de questions-réponses. Vous pouvez poser vos questions. Vous avez sur les chaises un numéro de téléphone portable. Vous posez vos questions via ce numéro. Et derrière, Marianne nous remet les questions sur les écrans. Comme ça, tout le monde peut poser sa question ou ses questions aux différents pitchers. Donc, on espère que cette soirée va porter chance à nos 4 porteurs de projets. Je laisse Amandine présenter le premier d'entre eux. Je rappelle, pour les personnes qui sont debout, n'hésitez pas, il reste des places devant si vous souhaitez vous installer plus confortablement. Donc aujourd'hui, on va mettre à l'honneur 4 porteurs de projets. Invenis Biothérapie, avec Mathieu Fisichella, qui est incubé à Eurasanté. Donc c'est de la médecine régénérative dédiée aux maladies du cerveau. On aura également l'atelier Rondelle, par Vincent Gaillard, qui est incubé à Itera à Compiègne. On aura également Omabilis par Julien Gauthier, qui est également incubé à Itera et aussi à Eurasanté. Il est accompagné également par le réseau Entreprendre et par Odéfi. Donc Omabilis a pour vocation de redonner une qualité de vie aux patients atteints d'insuffisance rénale. Et enfin, nous aurons Neuronalis par Romain Jacquet, recommandé par un de nos partenaires KPMG, et qui propose une solution d'analyse d'images intelligente au service de la Safe et de la Smart City. Et je vous propose donc qu'on débute tout de suite avec notre premier porteur projet, et j'appelle Mathieu Fisichella à nous rejoindre sur scène. Mathieu Fisichella, bonsoir. Avant de démarrer votre pitch, une rapide présentation. Donc, vous êtes docteur en biologie cellulaire et moléculaire. Vous êtes également ingénieur en génie biologique, un cursus plutôt scientifique que vous avez doublé d'un cursus en création d'entreprise qui s'appelle Challenge Plus à HEC. Vous n'en êtes pas à votre première création. Vous êtes également fondateur d'InBrain Pharma, incubé à Eurasanté. Donc, c'est une société de biotechnologie de 3 salariés qui propose des solutions thérapeutique contre les maladies neurologiques. Et d'ailleurs, l'entreprise observe une belle croissance puisqu'elle a déjà levé plus de 3,2 millions d'euros pour le développement de sa thérapie qui est actuellement en essai clinique phase 1 et 2B.
Sur votre parcours entrepreneurial, vous êtes également associé chez Colmeris MedTech, une entreprise d'import de dispositifs médicaux innovants, donc par exemple des pompes implantables ou des pansements anti-hémorragiques, une entreprise qui génère un chiffre d'affaires de 400 000 €. Et en plus de ça et de votre parcours déjà bien rempli, vous avez également travaillé pour le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, au CNRS, et vous étiez également chef de projet en biologie à la SATNOR, donc la Société d'accélération de transfert et de technologie, où là vous étiez de l'autre côté de la barrière, vous aidiez justement les porteurs de projets à réaliser leurs aspects techniques, de propriété intellectuelle, etc. Et aujourd'hui vous êtes du côté du porteur de projet avec Invenis Biothérapie, qui développe des biothérapies régénératives à partir de produits du sang, mais je vous laisse vous en dire plus. Place à vous. Merci beaucoup, Amandine. En effet, bonjour, je suis donc le docteur Mathieu Fisichella, je suis le CEO et cofondateur d'Invenis Biothérapie. Invenis Biothérapie développe donc une médecine régénérative dédiée au cerveau. La première pathologie que nous ciblons est la sclérose latérale amyotrophique, dite SLA. Qu'est-ce que la SLA, me direz-vous ? Imaginez, vous êtes en train de faire la cuisine, vous essayez de soulever la casserole et vous la trouvez extrêmement lourde. La première fois, vous vous dites c'est de la fatigue. La deuxième fois, vous allez en parler à votre médecin traitant à l'occasion. Vous lui en parlez, il se montre rassurant, mais par principe de précaution, on va quand même aller voir un neurologue et faire quelques tests, mais c'est sûrement rien. Et là, le neurologue vous annonce que vous êtes atteint d'une maladie neurodégénérative rare, incurable, qui va évoluer très rapidement vers la paralysie, d'abord musculaire, puis respiratoire, vous privant de toute communication et de votre capacité à vous alimenter, et avec un décès qui va survenir dans les 2 à 3 ans. C'est ça, la SLA. Notre ambition est triple. La première, c'est de ralentir l'aggravation de la maladie pour que les patients vivent en meilleure qualité, donc qu'ils aient une meilleure qualité de vie également, et aussi et surtout de prolonger l'espérance de vie de ces patients. Comment allons-nous faire ça ? Nous utilisons le système naturel de réparation du corps humain qui est contenu dans les plaquettes. Les plaquettes sont très bien connues pour leur rôle dans la coagulation. Quand on se coupe, c'est elles qui vont faire qu'on va arrêter de saigner. Mais elles ont également un rôle très important dans la cicatrisation. C'est elles qui vont faire qu'on va se régénérer. En effet, elles vont sécréter des facteurs de croissance, des molécules anti-inflammatoires, des molécules antioxydantes qui vont permettre cette régénération tissulaire. Notre idée est simple, c'est de récupérer le contenu de ces plaquettes, de le modifier par un procédé breveté pour le rendre à la fois plus sûr, plus efficace et surtout compatible avec le système nerveux central puisque nous allons le réinjecter directement dans le cerveau. Cette technologie est issue de travaux de recherche académiques. Nous avons, avec nos partenaires, déposé 2 brevets académiques. Nous avons un term sheet signé avec la SATNOR qui s'occupe de gérer ces brevets pour une licence mondiale exclusive. Préalablement, bien sûr, nous avons fait la due diligence et la liberté d'exploitation de ces 2 brevets. En termes de résultats, nous avons plus de 10 ans de recherche sur le sujet. Ici, je ne vous en présente qu'un. Sur la souris atteinte de la SLA, la souris SOD, nous voyons en noir, la courbe en noir en pointillé, il s'agit de souris qui vont non traitées, qui vont développer la maladie après 90 jours et qui sont toutes mortes après 120 jours. En vert, c'est les souris qui vont recevoir comme traitement le seul traitement commercialisé en Europe qui offre une survie de 3 à 6 mois supplémentaires chez l'homme. Ici, on peut voir qu'on n'augmente pas la survie globale des animaux. Et avec notre traitement en noir, on augmente de 130% la survie des animaux et certains animaux vont même vivre 3 fois plus longtemps que prévu. Ceci nous laisse espérer un fort impact au niveau clinique chez l'homme. Nous avons d'autres résultats sur ce sujet puisqu'il y a 9 articles scientifiques publiés dans des revues à comité de lecture. Le marché de la SLA, c'est 250 000 patients dans le monde, pour un marché de 1 milliard de dollars. C'est aussi une voie idéale pour attaquer le marché global des maladies neurodégénératives, comme la maladie de Parkinson ou la maladie d'Alzheimer, qui, elles, représentent un marché de 62 milliards de dollars et qu'on souhaite également adresser. En termes de chiffre d'affaires, nous prévoyons au moins 300 millions d'euros juste pour la SLA, que nous allons adresser via une commercialisation directe. Pourquoi ? Pour 2 raisons. 1, nous sommes sur une maladie rare et incurable et particulièrement sévère, donc nous allons bénéficier d'un fast-track des autorités réglementaires, ce qui nous permet d'accélérer le développement et de réduire les coûts. Et également, nous avons très peu de concurrents qui sont à la fois compétents dans les produits du sang et en médecine régénérative.
L'équipe travaille ensemble depuis plus de 10 ans sur ce projet. Elle est constituée de 2 professeurs de neurologie et chercheurs au CHU de Lille, donc les professeurs Moreau et DeVos, qui font de la recherche translationnelle. C'est-à-dire qu'ils vont faire des études de la cellule jusqu'aux patients qui soignent quotidiennement. Cette équipe a été renforcée par le professeur Burnouf, qui est professeur à l'Université médicale de Taipei, et qui est spécialisé, lui, dans les produits de médecine régénérative à partir de produits du sang. Il a été expert sur ces sujets auprès de l'Organisation mondiale de la santé, et c'est un ancien du laboratoire français de fractionnement et de biotechnologie. Moi-même, Mathieu Fisichella, donc comme présenté, je suis docteur en biologie cellulaire et moléculaire, et préalablement, j'ai créé une première start-up qui s'appelle InBrain Pharma. InBrain Pharma a développé un traitement contre la maladie de Parkinson, et nous sommes partis de zéro il y a 4 ans, et aujourd'hui nous sommes en essai clinique phase 2B. L'équipe a été renforcée au mois de juin par une responsable administrative, donc Marine Rébier, qui a une formation en droit des affaires, droit des entreprises et droit de propriété intellectuelle, et Alexandre Demailly, qui est pharmacien de formation et qui s'occupe des affaires réglementaires. Et en septembre, un ingénieur d'études, Cédric Lachaud, nous rejoindra pour compléter la partie R&D. Le programme de développement, actuellement, nous avons fait tous les essais préparatoires et nous sommes prêts à débuter. Il nous manque les moyens financiers pour faire les phases précliniques réglementaires dans l'optique d'obtenir l'autorisation des autorités de santé pour débuter l'essai clinique en 2026. Nous avons identifié tous les partenaires et prestataires nécessaires pour la réussite du projet, notamment l'établissement français du sang qui va nous fournir les concentrés plaquettaires, la matière première, et nous avons déjà travaillé avec beaucoup d'entre eux, notamment Flophonix et surtout le CHU de Lille, avec qui nous avons, dans une précédente expérience, InBrain Pharma, réussi à faire un essai clinique. Donc nous avons l'habitude de travailler avec eux. Le coût global de ce projet, c'est 12 millions d'euros. Comme vous pouvez le voir, une grande partie est consacrée à la prestation et à la sous-traitance. C'est un modèle qui nous permet à la fois d'avoir accès à la meilleure compétence possible, d'aller extrêmement rapidement, tout en gardant une structure agile. Sur ces 12 millions d'euros, la moitié sera financée par du financement non dilutif et la moitié par du private equity. Actuellement, nous recherchons 3 millions d'euros pour arriver à l'autorisation de faire l'essai clinique. Et sur ces 3 millions d'euros, 2 tiers, nous avons des marques d'intérêt de fonds d'investissement pour 2 tiers d'entre elles. Nous recherchons donc de 500 000 à 1 million d'euros auprès de vous ce soir. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et si vous souhaitez venir échanger avec moi pour participer au premier développement d'un médicament contre les maladies neurodégénératives efficace et construire le leader de demain en médecine régénérative, ce serait un plaisir. Voilà. Merci beaucoup Mathieu. Place aux questions maintenant et aux 7 minutes de questions-réponses. Tout d'abord, moi j'ai une première question. Est-ce que vous pourriez nous montrer concrètement comment ça se passe pour le patient? Comment sera-t-il équipé? Oui, bien sûr. En fait, le patient va être implanté avec ce type de pompe. C'est une pompe qui est déjà commercialisée et déjà implantée chez plusieurs centaines de milliers de patients. On va mettre au niveau sous-cutané, au niveau abdominal, avec le cathéter que vous voyez qui va passer sous la peau. Donc le patient, il n'y a rien, il n'y a aucun stigmate, rien n'est visible. Ça passe sous la peau, c'est totalement invisible, et le petit cathéter va administrer directement le médicament au fur et à mesure des besoins dans le cerveau. La pompe est remplie en fonction des besoins du patient, généralement 1 fois par semaine, à travers ce petit septum. Donc c'est une simple piqûre au travers de la peau qui n'est pas du tout douloureuse. Donc ce type de soin peut totalement être fait à domicile. Donc l'idée, après les phases cliniques évidemment, c'est de pouvoir faire les soins des patients directement à domicile. Ça prend 1 demi-heure et le patient retourne à sa vie normale. Voilà. Pour l'instant, vous le disiez dans votre pitch, la technologie s'adresse aux patients atteints de SLA. Est-ce qu'on pourrait imaginer son déploiement sur d'autres types de pathologies ? Oui, tout à fait. Comme je vous l'ai dit, le mécanisme d'action, c'est vraiment un LISA plaquettaire qui va empêcher la mort des neurones. Donc toute maladie qui est due à la mort des neurones peut être prévenue et empêchée. Nous avons notamment d'excellents résultats, puisqu'il y a parmi les résultats des 9 publications, il y a des résultats sur la maladie de Parkinson ou sur le traumatisme crânien, où on a pu démontrer qu'on réduisait la mort des neurones de plus de 50%. Vous parliez tout à l'heure justement d'un essai clinique en 2026. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Avec qui, le nombre de patients, comment il va se dérouler? Bien sûr, merci. L'essai clinique sera fait au CHU de Lille, avec qui nous avons l'habitude de travailler. Il concernera une 12aine de patients. Ça peut paraître peu, mais c'est un premier essai clinique, et surtout on est sur une maladie rare. Donc les populations de patientes sont vraiment très réduites. 12 patients sur 1 an de traitement, et on espère pouvoir démontrer
notamment la safety, mais ça c'est pas très risqué, mais surtout un début d'efficacité grâce à des biomarqueurs. J'ai une question de la salle sur la date des revenus attendus. Quand est-ce que vous avez estimé ça, éventuellement la cession de la technologie, et qu'en est-il de vos brevets ? Beaucoup de questions. Alors sur les revenus, on est sur un modèle assez typique de biotech, ça veut dire des revenus à très très long terme et beaucoup de déficits à court terme. Le modèle, comme je l'ai dit, c'était plutôt sur une commercialisation en direct, plus que sur une signature de deal ou de partenariat. Donc on est plutôt sur une espérance de 10 à 15 ans en termes de revenus, ce qui ne veut évidemment pas dire que les personnes qui investiraient aujourd'hui resteraient 10 à 15 ans dans l'entreprise, mais pour que l'entreprise génère des revenus, ce serait 10 à 15 ans a priori. Et l'autre question, c'était sur les brevets. Donc il y a 2 brevets, un qui date de 2017 et un qui date de 2016. Donc il y a encore une belle espérance de vie, surtout qu'on est en pharmaceutique et qu'on peut demander 5 ans de prolongation. Mais évidemment, on espère pouvoir, au cours de l'aventure, pouvoir déposer de nouveaux brevets si c'est possible. J'avais une question, effectivement, Amandine précisait, il y avait déjà eu 2 questions, c'était des questions du public auxquelles on répond, notamment juste celle d'avant également. C'est vrai qu'en termes de calendrier, ça paraît assez lointain. Est-ce que vous pouvez nous dire finalement, dans le calendrier, les essais cliniques, à partir de quel moment on va pouvoir effectivement avoir un peu plus de visibilité ? Et puis après, finalement, quand on crée... La deuxième question que j'avais en tête, quand on crée ce type de biotech, est-ce que derrière ça, on n'a pas très vite l'intention de revendre cet avantage, ce brevet à un autre acteur mondial ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une possibilité pour vous ? Alors, c'est une possibilité, en sachant qu'il n'y a quand même pas énormément d'acteurs qui soient à la fois dans le domaine produit du sang, parce qu'il faut quand même capable d'avoir le savoir-faire de maîtriser ce type de produit. On a Grifols, on a le LFB, le laboratoire français de fractionnement des biotechnologies. On a quelques gros acteurs comme ça, mais ils sont pas très nombreux. Et ils sont surtout sur des produits sanguins, c'est-à-dire transfusion, coagulation, immunoglobuline, et pas du tout sur la médecine réactive. Donc avoir les deux en plus, c'est beaucoup plus rare. D'où l'idée d'aller en commercialisation en direct. Ça, c'était pour votre deuxième question. Et pour la première question que j'ai presque déjà oubliée, c'était... Calendrier, quand est-ce que vous passez les essais cliniques pour donner un peu de visibilité ? On débutera l'essai clinique en 2026 et on aura, je pense, très rapidement la preuve que c'est sûr, donc il n'y a pas de danger pour les patients. C'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, ça sera de l'efficacité. Et là, ça va dépendre des résultats des patients. C'est-à-dire que si on a un effet sur 12 patients, si on a un effet extrêmement fort, ça va se voir. Si on a un effet plus réduit, il faudra plus de patients pour le démontrer. Donc un essai clinique de phase 2 pure. Et après un effet de phase 3 pour convaincre définitivement les autorités de santé que ça fonctionne. Et d'autoriser à commercialiser et à rembourser. Chaque essai clinique, on peut compter environ entre 2 et 3 ans en temps. Malgré un processus fast-track. C'est de la pharmaceutique, c'est très long, effectivement. J'ai une question sur ces essais cliniques, ça prend toujours du temps sur ce type de médicaments. Est-ce qu'il n'y a pas maintenant des plateformes qui vous permettent de simuler et de passer par de la simulation ? Alors, je sais bien que c'est une maladie rare, c'est peut-être un peu plus complexe à simuler, mais avec des dispositifs qui permettent peut-être de réduire ce délai pour passer à l'étude clinique. Alors on a dépassé ce stade de simulation puisqu'on est sur des tests in vivo chez l'animal et même eux sont difficiles, même les essais cliniques sont extrêmement difficiles dans le domaine des maladies neurodégénératives où il y a eu quand même beaucoup de désillusions avec des approches plus ou moins pertinentes et surtout entre guillemets sur la SLA qui est la plus sévère et la plus dure des maladies neurodégénératives. Là il y a encore quelques mois je disais qu'il y avait 2 technologies concurrentes, une sur la base de cellules souches et une sur la thématique de thérapie génique. Il y a 1 an les cellules souches ont eu un essai clinique de phase 3 négative et un autre qui a eu la thérapie génique il y a 2 mois un essai également de phase 3 négative. Donc effectivement, même quand on a des stades très avancés, c'est difficile d'être prédictif. Donc a fortiori, des études très précoces de simulation informatique notamment sont encore moins prédictifs. Après, l'intérêt c'est d'avoir vraiment des biomarqueurs assez précoces pour démontrer l'efficacité.
et d'avoir une réalité, un œil ouvert et critique sur les résultats, parce que souvent dans l'industrie pharmaceutique, on a des résultats phase 2 un petit peu moyens, mais ça pourrait aller dans le bon sens, donc ça fonctionnait. Et ensuite on passe en phase 3, et en phase 3 ça ne marche pas, et on vient expliquer que non, mais c'est à faute du placebo, etc. Mais non, il faut, généralement dès la phase 2, si on est assez sévère avec sa propre technologie, on a plus ou moins de chances d'aboutir. Une toute dernière question pour rester dans le temps imparti des 7 minutes. Quelles peuvent être les synergies que vous pourriez avoir avec InBrain Pharma, par exemple une mutualisation des équipes ou des partenaires? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? Tout à fait, c'est déjà le cas pour la mutualisation des équipes, ce qui permet d'avoir accès à plus de compétences à coût équivalent. Les partenaires, une grande partie sont les mêmes, l'Université de Lille, le CHU de Lille, les deux projets ont la même origine, l'Université de Lille et le CHU de Lille, avec qui on collabore beaucoup dans les deux cas. Et à terme, on peut imaginer peut-être un modèle de sortie où InBrain rachèterait Inveniss, parce qu'InBrain serait développé beaucoup plus vite. Ça peut être une option. Mais pour l'instant, les deux projets sont vraiment juridiquement séparés pour des raisons d'associés. Thierry Burnouf, qui est extrêmement important pour le projet Inveniss, n'est pas dans InBrain Pharma. Et pour des dynamiques de projet, InBrain Pharma est beaucoup plus mûr en termes de résultats et beaucoup plus dérisqué. Et le projet Inveniss n'intéresse soit pas les gens qui sont intéressés par InBrain, soit inversement, le projet InBrain n'intéresse pas les gens qui sont intéressés par Inveniss. Merci beaucoup Mathieu. Je vous invite à rejoindre l'Assemblée et j'invite Vincent Gaillard à venir sur scène avec nous pour l'atelier Hirondelle. Bonsoir Vincent, donc une rapide présentation également. Vous avez 29 ans, vous avez une formation d'architecte à l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille, ainsi qu'à l'École supérieure d'architecture de Paris. Vous êtes aujourd'hui le fondateur et le gérant de l'atelier Hirondelle, avec l'envie, vous allez l'expliquer après, de casser les codes de l'architecture, et vous n'en êtes pas à votre première création. Vous êtes très rapidement mis à votre compte à 18 ans, avec la création d'une entreprise de conseil en architecture. Et en 2019, vous avez donc créé l'atelier Hirondelle seul. Aujourd'hui, vous êtes 10 salariés. Vous travaillez avec 45 sous-traitants et 400 fournisseurs. Vous êtes donc incubé à Itera Terre d'Innovation à Compiègne. Et vous allez nous en dire plus sur cette entreprise qui affiche déjà une belle croissance, puisque le chiffre d'affaires a été multiplié par 7 depuis sa création en 2019. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup Amandine. Vincent Gaillard, atelier Hirondelle. Je vous propose un petit exercice pour démarrer, un exercice prospectif sur le futur dans les quelques années à venir devant nous. Vous habitez dans les Hauts-de-France, vous habitez dans le territoire, vous vivez dans le territoire, vous travaillez dans le territoire, vous avez vos amis dans le territoire, votre famille. Je vous propose de regarder une carte sur l'écran, qui est la carte de la prévision du GIEC de la montée des eaux en 2050, dans 28 ans, où on voit sur cette carte que Calais, Dunkerque, Gravelines, Dieppe, Penly, Palluel, une partie d'Abbeville passe sous le niveau de la mer dans 28 ans, avec la fonte des glaces, le réchauffement climatique, le travail du GIEC. Il ne faut pas seulement voir cette carte comme une question de surface qui serait perdue entre la terre et la mer. 80% de l'énergie et de l'électricité de l'intégralité des Hauts-de-France est produit dans les 6 centrales nucléaires de Gravelines, Penly, autour de Dieppe, Palluel et autour de Calais. Donc c'est 80% de la production électrique qui peut être perdue si on ne fait rien. Et donc ça veut dire plus d'internet s'il n'y a plus d'électricité. Ça veut aussi dire plus d'eau potable, parce que les centrales hydriques sont évidemment électrifiées. Donc il y a un immense enjeu devant nous à assez court terme, à moins de 30 ans, à 28 ans, sur la question de ce que nous, à l'atelier Hirondelle, on appelle la résilience des territoires. Et c'est à la question opérationnelle de la résilience, de la capacité à absorber les chocs de l'environnement extérieur qu'essaye de travailler l'atelier Hirondelle. Je vous propose
un travail en cours à l'atelier Hirondelle, qui est une maison flottante résiliente et bioclimatique qui récupère son eau, qui la stocke et qui s'en sert pour refroidir sa paroi. C'est un projet, une étude en cours sur 7 maisons flottantes à Beauvais, en cours à l'atelier Hirondelle. Et ici, on a un autre projet qui a déjà été livré, qui est une maison mobile qui stocke son eau de pluie, qui la recycle et qui est autonome en énergie également. Ici, on est sur une maison mobile donc qui cherche la souplesse dans le territoire en fonction du niveau de crise par secteur. C'est ça que fait l'atelier Hirondelle. L'atelier Hirondelle, c'est essayer de faire de l'habitat de manière résiliente et lui donner la capacité à se sortir de situations complexes sur le stress hydrique qui arrive, sur le stress énergétique qui arrive et sur toutes les dispositions dont le logement peut être, avec lequel il peut être en difficulté dans les années à venir. Alors, nous, on a 6 axes de travail à l'atelier Hirondelle. La résilience des territoires habités, donc pas que l'habitat. On va travailler sur les modalités constructives, donc les constructions modulaires sur les bureaux modulaires, sur les petits commerces modulaires. On va travailler sur l'autosuffisance hydrique, sur les maisons passives, donc la capacité à stocker de la calorie gratuite du soleil, et sur l'autosuffisance énergétique, donc la capacité à générer de l'électricité et faire de l'autoconsommation sur les maisons. Aujourd'hui, l'atelier Hirondelle, c'est 10 salariés, et l'objectif, c'est d'être dans une démarche où on internalise l'intégralité des missions de conception et de fabrication. Donc moi, je suis architecte, je me suis entouré d'une équipe d'architectes qui est en interne, d'une équipe de menuisiers, d'une équipe de charpentiers, d'une équipe de couvreurs, et l'idée, c'est de conceptualiser et fabriquer ces petites maisons qui vont être autonomes en eau et en énergie, qui seront déplaçables ou modulables. Et la démarche a été simple dans la manière de choisir cette équipe. Vous constaterez, la moyenne d'âge chez nous, c'est 24 ans. Vous constaterez qu'on est avec une équipe qui est assez jeune de manière générale. C'est souvent les majors de promo des écoles d'ingénieurs, d'architecture et les MAF, les meilleurs apprentis de France et meilleurs ouvriers de France qui nous ont rejoints autour du projet. Ici, je vous propose sur l'écran la visualisation financière sur l'atelier Hirondelle. L'atelier Hirondelle, c'est une société qui a démarré en fin 2019-2020, sur laquelle on a réalisé un chiffre d'affaires à 120 000 euros. C'est un moment où j'étais seul dans la structure. L'année suivante, on a conclu le bilan à 400 000 euros, donc on a fait un x4 sur le chiffre d'affaires. Là, on est dans la 3e année où on est sur l'objectif à 750 000, où on est à mi-parcours. C'est réussi, à mi-parcours. C'est le moment où, pour nous, on est dans une démarche assez délicate parce que il n'y a pas un euro d'argent public ou de subvention dans notre structure aujourd'hui. On n'est pas allé le chercher. On avait la volonté d'aller demander aux clients de financer notre travail auprès d'eux. Et c'était une manière pour nous de construire une société qui était saine financièrement, de générer du chiffre d'affaires immédiatement dès la première année. Et aujourd'hui, on est à ce plafond de capacité organique à grandir. Donc l'objectif pour nous, c'est d'ouvrir le capital aujourd'hui pour permettre d'aller dès 2023 sur un chiffre d'affaires à 3 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Alors j'attire votre attention sur le BE qui est court sur les 2 premières années parce qu'on a réinjecté quasiment 100% de notre BE pour réinvestir immédiatement parce qu'on est en autofinancement sur cette partie-là. Pour nous, l'année charnière, celle qu'on vise à l'atelier Hirondelle, c'est l'année 2025. Nous, on envisage un chiffre d'affaires à 12 millions d'euros, 25 collaborateurs à ce moment-là, donc une masse salariale autour de 700 000 euros, et on envisage un EBE entre 42 et 50%. Donc on est sur un projet qui cherche à être performant sur la question des enjeux du territoire et qui vise à être explosif sur le plan financier, d'aller chercher assez rapidement un EBE assez important. Ici, vous avez le détail de la levée de fonds envisagée pour l'atelier Hirondelle, où on envisage donc de lever 4,5 millions d'euros pour
pour mettre un coup de booster à ce développement-là, dont 3,5 millions d'euros en dilutif, et le reste qui sera en crédit et en subvention auprès de l'ADEME, notamment auprès de la BPI. Je vous remercie de votre attention. L'enjeu, il est colossal, comme vu au début de cette présentation. L'idée, c'est pas simplement de faire une société avec du produit ou avec du service, c'est bâtir des solutions à une situation qui est périlleuse pour les années à venir. Et le but de l'atelier Hirondelle, c'est vraiment d'être comment dire, à la taille de l'enjeu du siècle et vraiment de se positionner en porteur de solutions sur les années à venir. Merci beaucoup. Vincent, j'ai déjà une première question. Vous parliez tout à l'heure d'économie circulaire. Comment ça fonctionne chez vous pour les approvisionnements? Est-ce que vous réussissez à trouver des fournisseurs en Hauts-de-France? Oui. Un point que je n'ai pas évoqué, on est situé en dessous de Chantilly, à Play. Donc on est au sud-sud des Hauts-de-France. Et la question sur les fournisseurs, elle est assez intéressante parce que nous, on est au cœur de la forêt de Chantilly, où on a des petits scieurs qui nous ont permis de nous approvisionner très rapidement en bois sec. Bon, vous êtes sans doute au courant qu'il y a une pénurie sur les matières premières, notamment du BTP et du bois, pour l'intégralité du territoire, sinon de l'Europe. Et nous, le fait d'avoir pivoté et d'être allé chercher les petits scieurs, d'avoir fait des débits sur liste, comme on dit, dans les toutes petites sociétés, ça nous a permis de ne pas faire exploser les prix de vente sur nos mini-maisons ou auprès de nos clients avec ce dispositif-là en économie circulaire. Un deuxième point aussi, pour nous, ce n'est pas qu'une histoire de finances immédiates. C'est-à-dire que demain, on va avoir des difficultés sur l'approvisionnement suite aux difficultés climatiques, même localement. L'objectif pour nous, c'est de bâtir une économie circulaire pour pouvoir fabriquer un tissu de fournisseurs qui vont nous aider localement à trouver des solutions, à continuer à nous approvisionner malgré la situation. Ça vaut combien une maison comme ça? Alors, on est en sur-mesure, donc on va écouter une demande auprès d'un client. Là, je vous ai présenté deux projets. Un qui est en étude, qui est composé de 7 maisons flottantes. On est à 300 000 € par maison flottante. Et l'autre projet qui a déjà été livré, qui était à 117 000 € pour une maison autonome qui peut se déplacer et prendre la route immédiatement. Pour l'instant, on est sur du sur-mesure, mais pour passer aux 12 millions, voire plus, il faut passer à la phase industrielle. Et comment on passe du sur-mesure à l'industriel? Tout à fait. C'est l'enjeu. Nous, j'ai démarré avec l'enjeu territorial et l'enjeu régional. Il n'est pas d'aller faire du sur-mesure par client et faire du personnalisable à chaque fois. Notre démarche pour bâtir un catalogue de produits, plutôt que faire un catalogue dans notre coin et d'avoir l'incertitude d'être près du marché et très près du besoin du client, c'est notre phase initiale, ces 2 premières années, qui ont visé à faire des maisons très sur-mesure pour ensuite implémenter un catalogue complet où là, on est allé voir le client et toujours challenger notre vision par rapport aux besoins du client. Et donc, l'objectif dans notre démarche sur mesure aujourd'hui, c'est à terme de bâtir un catalogue pour faire du semi-industriel ou de l'industriel, pour bâtir des éléments qui sont sur catalogue, mais qui n'ont pas été conçus ex nihilo, qui ont été bâtis avec nos clients initiaux. J'ai une question de la salle sur l'état de votre carnet de commandes. On a vu certains projets que vous nous avez présentés. Quels sont les futurs projets à venir pour l'atelier Hirondelle? Alors, on a 2 catégories de clients. On a les particuliers qui anticipent les situations que j'ai décrites, qui cherchent à avoir une maison principale ou une maison secondaire avec l'atelier Hirondelle. Ça, c'est la première famille de clients. La deuxième famille de clients, c'est le B2B. C'est quand on a des grands groupes qui viennent nous voir et qui nous disent on veut 25, 30, 50 modules. Aujourd'hui, au regard de notre développement, c'est ce genre de groupe qu'on vise. Aujourd'hui, il y a des grands groupes HLM qui sont venus nous voir en nous demandant un nombre de modules qu'on ne peut pas bâtir à 10. Donc la question pour nous, c'est comment on peut... on capte déjà bien les clients particuliers. Aujourd'hui, comment attraper des plus gros clients en B2B ?
Vous me disiez lorsqu'on a préparé cette soirée que chaque maison était déplaçable et transportable avec chacune sa spécificité et ses innovations. Est-ce que vous pourriez par exemple nous en expliquer quelques-unes et avez-vous déposé des brevets sur vos concepts ? Oui, pour reprendre l'exemple des deux qui ont été présentés à l'écran. Alors la première est immatriculée comme un bateau, elle peut passer par tous les dispositifs navigables en Hauts-de-France. C'est la logique. Donc on est dans une démarche complètement navigable pour une maison. La deuxième, pour parler de la petite maison verte que vous avez vue qui est déplaçable, elle est positionnée sur une remorque à bateau, sur mesure par rapport à la remorque, et donc elle est immédiatement transportable sans être en dispositif de convoi exceptionnel. Elle est en gabarit routier, donc elle peut prendre la route immédiatement, et elle n'est pas dans une démarche de caravaning parce que l'enjeu c'est l'habitat permanent de l'occupant. Donc la réglementation, du coup, est-ce qu'elle est plus contraignante que sur un habitat de type classique, que ce soit les particuliers ou les entreprises ? Est-ce qu'il faut se prémunir de quelques prédispositions avant d'installer ce type d'habitation ? Il y en a une petite. Il y a la question de déplacer la maison, où il va falloir pour l'occupant passer le permis BE, qui est un complément du permis B, qui souvent sert à déplacer des caravanes pour chevaux, pour déplacer une maison aussi volumineuse, grosse, lourde, où par conséquent il va falloir passer cette formation complémentaire pour transporter la maison. J'ai une autre question de la salle sur votre demande de levée de fonds et de son montant. Comment vous allez les répartir, que ce soit en termes d'augmentation des effectifs, de R&D ? Il y a une grande partie qui va en staffing, donc en renforcement d'équipe. Nous, on a besoin, au regard des demandes B2B, d'avoir beaucoup plus de charpentiers et de menuisiers aujourd'hui. Donc on est sur la levée de fonds à 60-70% sur du staffing, donc des membres d'équipe qui nous rejoindraient. Ensuite, on va avoir un lot assez important, à 20%, sur la partie R&D. Aujourd'hui, on n'a pas de brevets qui sont déposés. L'objectif, c'est de faire des dispositions à basse technologie, low-tech, facilement réparables, qui puissent travailler sur les maisons, de manière embarquée sur les maisons, pour préchauffer l'air, pour préchauffer l'eau, pour filtrer l'eau de pluie. Il y a des dispositifs low-tech qui sont balbutiants et qui existent. Nous, aujourd'hui, un des enjeux de la levée de fonds, c'est de pouvoir les industrialiser et pouvoir les optimiser pour qu'ils soient le plus performants possible. Bien, écoutez, merci Vincent. On arrive au terme de ces 7 minutes de questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Beaucoup de questions. Je profite de cette petite entracte entre les deux porteurs de projet avant d'accueillir les deux autres porteurs suivants pour présenter les partenaires sans lesquels la soirée n'aurait pas lieu. Il faut savoir que les 4 lauréats ont reçu un accompagnement pour se former au pitch. C'est vraiment important pour eux d'avoir un pitch de qualité pour pouvoir attirer les investisseurs et bien présenter leur projet. Donc ils ont notamment eu des sessions de coaching collectives et individuelles avec Marine Cornavin, qui est conseillère et fondatrice de Madame Pitch. L'objectif pour eux, c'était de développer leur leadership par une présentation qui attise la curiosité, qui marque les esprits, et j'espère que ça a été le cas déjà pour les 2 premiers porteurs de projets. N'hésitez pas, si vous souhaitez diagnostiquer votre pitch, à aller sur le site internet de madamepitch.fr ou à vous abonner à sa newsletter. Cette soirée Investinov a vu aussi l'arrivée d'un tout nouveau partenaire avec le cabinet Bignon-Lebré et plus précisément Tanguy Dubly, qui a siégé notamment au comité de sélection. Il faut savoir qu'il y avait 16 dossiers qui ont été reçus pour cette session et que donc les 4 qui ont été retenus par le jury sont ceux que vous voyez ce soir. Et pour eux, la prochaine étape, c'est déjà vendredi, avec un rendez-vous collectif pour les accompagner dans la construction de leurs relations et faire que la soirée de ce soir puisse permettre à leur entreprise de se développer encore plus. Et d'ailleurs, pour les porteurs de projets qui n'auraient pas été sélectionnés pour cette fois-ci, n'hésitez pas à participer à ces sessions collectives pour améliorer votre pitch et être sélectionné pour les prochaines fois.
Et enfin, ils ont également reçu une session de coaching individuel avec Julien Meunier, qui est expert KPMG dans l'accompagnement des startups et des entreprises innovantes. Donc, il les a aidés sur tous les sujets qui sont parfois un petit peu compliqués, de la recherche de financement, à la fois en levée de fonds, en subvention, mais aussi en fiscalité de l'innovation. Je pense au crédit impôt recherche, au crédit d'impôt innovation ou au statut de jeune entreprise innovante. Et puisque une soirée ne peut pas se faire sans un prix coup de cœur, j'invite Julien à monter sur scène pour remettre le prix coup de cœur KPMG. Bonsoir à tous. On a pris l'habitude sur les dernières années d'élire, on va dire, ou de choisir un lauréat sur les 4 dernières sessions, donc de l'année, alors j'allais dire l'année civile, mais même pas. On va du mois de juillet au mois de juin en termes de suivi. Voilà, on va dire l'année scolaire, effectivement. Merci Stéphanie. Et donc, on a clôturé la dernière saison et on a décidé d'attribuer le prix coup de cœur. Alors, je dis on parce qu'en fait, c'est avec différents collaborateurs qui voient un peu les pitchs et qui suivent les replays de nos porteurs de projets. Et donc, on a décidé d'attribuer à la société Épure, Colin Gallois, le prix coup de cœur de cette année. Et merci beaucoup. Ça me touche personnellement et puis ça fait plaisir à toute l'équipe d'Épure. Merci beaucoup Julien. Nous, on a eu le plaisir de présenter Épure en décembre. C'était vraiment le coup d'envoi de la levée de fonds. Et je vais peut-être vous représenter rapidement ce qu'on fait chez Épure. Épure, c'est une paire de roues qui s'adapte sur les fauteuils roulants et qui a une fonction assez essentielle, celle de freiner le fauteuil. Parce qu'aujourd'hui, pour freiner son fauteuil roulant, il faut utiliser ses mains comme des plaquettes de frein. Une fois qu'on équipe notre premier produit, Drift, sur le fauteuil roulant, on permet à tous de freiner sans se brûler la main et en divisant par 5 les efforts nécessaires au freinage. Quel que soit son âge ou sa pathologie, on peut donc freiner en fauteuil roulant et regagner en mobilité. Voilà ce qu'on fait chez Épure. Et puis on accélère, donc grâce à Investinov, on a pu lancer notre levée de fonds et on est vraiment sur la fin là. Donc on est 5 aujourd'hui dans l'équipe. Et puis à partir de septembre, on commercialise le produit et puis on accélère pour distribuer plus de 4000 paires de roues dans toute l'Europe à horizon 2024. Merci pour ce prix Julien. Et puis je vous souhaite une excellente soirée à tous. Je suis venu avec le fauteuil roulant et la paire de roues, donc si à la fin vous souhaitez l'essayer, eh ben, c'est tout à fait possible. Merci à tous, bonne soirée. Merci Colin. Du coup, j'invite notre 3e porteur de projet. Julien Gauthier de chez Homabilis à venir me rejoindre sur scène. Avant qu'on... Voilà, on va régler le petit problème de micro. Également une petite présentation de votre parcours. Julien, vous êtes originaire de Beauvais dans l'Oise. Vous êtes titulaire d'un diplôme d'ingénieur en biomécanique et biomatériaux de l'UTC de Compiègne. Vous m'avez mentionné d'ailleurs que vous avez occupé différents postes, notamment en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, et avec tout ça, vous avez cumulé plus de 20 ans d'expérience dans les plus grandes marques de la dialyse, Baxter, NxStage, Fresenius. Et quand on a préparé, vous me disiez justement que la plus marquante et la plus passionnante d'entre elles avait été celle de directeur marketing monde chez NxStage Medical à Boston. Alors à l'époque, c'était une toute jeune start-up. Aujourd'hui, elle a été rachetée 2 milliards de dollars par Fresenius, donc on voit qu'elle a plutôt bien grandi. Et au sein de cette entreprise, vous avez transformé la vision de la dialyse à domicile du Canada jusqu'à l'Australie, donc un vrai challenge. Et en 2020, ça a été pour vous le retour aux sources et à la région Hauts-de-France avec la création d'Homabilis, qui vise donc à améliorer la qualité de vie des patients souffrant d'insuffisance rénale. Et pour ça, vous êtes accompagné de 2 associés, mais je vous laisse vous présenter, nous en dire plus sur cette entreprise. Merci Amandine. Connaissez-vous l'insuffisance rénale? Alors imaginez que la semaine prochaine, vous ne puissiez uriner que 3 fois. Par exemple, lundi, mercredi, vendredi, et le week-end, rien du tout.
En plus, ça prend 4 heures et uniquement en vous rendant à l'hôpital. Eh bien, c'est ainsi que 95% des patients dialysés doivent réorganiser la moitié de leur vie, un jour sur 2, autour de 3 séances de dialyse par semaine, parce que leur rein ne fonctionne plus. Vous ajoutez le temps de transport en ambulance, l'attente des infirmières, la fatigue de la maladie, les restrictions alimentaires, autant de raisons qui dégradent dramatiquement la qualité de vie et les relations sociales de ces patients. Un point en particulier chez ces patients, c'est l'eau qu'ils accumulent entre les séances de dialyse. Elle conditionne directement leurs chances de survie, qui ne sont que de 51% à 5 ans, en moyenne. C'est pourquoi nous développons aujourd'hui un dispositif de télésuivi à domicile dédié aux patients atteints d'insuffisance rénale. Ce dispositif permet de faire la différence entre l'eau en excès et le poids normal, que l'on appelle le poids sec chez les patients, ainsi qu'une vingtaine de paramètres spécifiques à la maladie. Pour le patient, l'expérience est aussi simple que de se peser tous les matins dans sa salle de bain en 30 secondes. Un tableau de bord en ligne collecte l'intégralité des données plus détaillées pour les professionnels de santé qui peuvent identifier les patients qui ont besoin d'être accompagnés. Nous rendons les patients indépendants et responsables parce qu'ils comprennent mieux leur maladie et deviennent acteurs de leur santé. D'ailleurs, ce patient, qui a immédiatement perçu l'intérêt de ce que l'on développait, s'est exclamé « Mais alors, je vais savoir si je peux boire un verre ou 2 avec mes amis, car aujourd'hui, ils comptent chaque verre. » Pour les professionnels de santé, ils peuvent optimiser le temps médical auprès des patients qui en ont le plus besoin, car ils disposent de données inédites en consultation, mais aussi pour la recherche clinique. Et d'ailleurs, les néphrologues nous confirment que les patients ne veulent pas rester plus longtemps à l'hôpital pour faire des examens et des mesures. L'insuffisance rénale chronique est donc une maladie prioritaire et un enjeu de santé publique. Elle concerne rien qu'en France 3 millions de patients. Et le nombre de patients dialysés peut doubler en 20 ans. Donc pour nous, nos early adopters sont les patients dialysés à domicile ou qui démarrent la dialyse chaque année. Ça représente 15 000 patients en France, mais jusqu'à 150 000 patients seraient éligibles. Vous multipliez les chiffres par 10 à l'Europe, et par 20 en incluant l'Amérique du Nord. Donc notre dispositif sera marqué CE médical en classe 2A et sera utilisable simplement au domicile des patients. Aucun fabricant aujourd'hui ne peut proposer cette solution, soit parce que les produits grand public sont inadaptés à un usage médical pour ce type de patient, soit parce que les matériels professionnels sont inadaptés à un usage à domicile par les patients. Notre business model est un modèle B2B qui s'appuie sur les remboursements existants aujourd'hui des séances de dialyse. C'est-à-dire que les centres de dialyse perçoivent ces remboursements et les utilisent pour mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour prendre en charge les patients. Il n'y a aucun surcoût pour le patient et les forfaits à venir de télésurveillance de l'insuffisance rénale pourraient s'appliquer. Nous sommes une équipe de 5, dont 3 cofondateurs avec 70 ans d'expérience. Donc moi-même, Julien, je suis diplômé en génie biologique de l'UTC et j'apporte 20 ans d'expérience à des postes stratégiques internationaux dans l'industrie de la dialyse. Marlène, que j'ai rencontrée il y a 10 ans quand elle a repris mon poste en marketing, DESS en gestion d'entreprise et apporte 20 ans d'expérience en vente et commercialisation de dispositifs médicaux. Enfin, Guillaume, qui nous rejoint bientôt à 100%, c'est pour ça qu'on ne dévoile pas son visage ce soir. C'est quelqu'un que moi je connais très bien, puisque je l'ai connu en maternelle quand nous avions 4 ans. Il est diplômé de Polytech Grenoble en mécanique des fluides et il apporte 20 ans d'expérience en industrialisation de l'innovation et en start-up digital. Nous avons également Sally, notre doctorante, et Omaïma en alternance. Nous réunissons également tous les mois un comité médical de néphrologues internationaux leaders d'opinion et nous consultons régulièrement une communauté de patients afin de nous assurer que nous répondons bien à leurs besoins. Nous sommes également très bien accompagnés par les incubateurs, par nos partenaires et les réseaux qui nous ont permis de réunir déjà plus de 500 000 € de fonds propres et de financer nos premières dépenses. Le chiffre d'affaires aura une croissance exponentielle dès la commercialisation fin 2023 et l'internationalisation à l'Europe avec l'ouverture d'un pays par an.
nous atteignons la profitabilité en 2026 et un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros en 2027, ce qui permet à des investisseurs aujourd'hui de prévoir une sortie à 5 ans. Donc nous sommes avec vous ce soir pour ouvrir une levée de fonds de 2 millions d'euros, dont 300 000 euros auprès de Business Angels, qui viendront compléter nos fonds propres et les investisseurs que nous avons déjà identifiés. Cette levée permettra de financer 12 emplois qualifiés, de financer la validation et la certification de nos développements techniques, de mettre en place un système qualité ISO 13485, d'obtenir le marquage CE médical en classe 2A, et enfin de financer les activités de pré-commercialisation. Je vous invite donc à investir chez Omabilis et à venir avec nous transformer réellement la vie des patients atteints d'insuffisance rénale. Et je vous dis à tout de suite pour en discuter au corner. Merci beaucoup Julien. Une première question, vous évoquiez dans votre pitch que le nombre de patients d'insuffisance rénale double en 20 ans. On sent donc que c'est un vrai enjeu de société d'avoir des solutions comme la vôtre. Alors en effet, c'est un message important ce soir, parce que le vieillissement de la population, le développement de maladies comme le diabète ou l'hypertension sont des facteurs connus parmi beaucoup d'autres qui expliquent l'augmentation du nombre de patients atteints d'insuffisance rénale. C'est également une maladie qui évolue en silence, donc beaucoup de patients ne sont pas diagnostiqués, et encore aujourd'hui en France, 30% vont démarrer la dialyse en urgence. C'est une maladie prioritaire pour les autorités de santé dans le monde entier, parce qu'on l'a vu, c'est une maladie très handicapante. Elle est aussi très coûteuse en moyens, qu'elle soit techniques, financiers, humains. Et donc les sociétés savantes et les associations sont très actives pour sensibiliser sur cette maladie et développer le don d'organes. Quels sont les premiers retours que vous avez des patients et justement comment ça se passe pour eux? Comment fonctionne cette plateforme? Alors nous avons équipé déjà un patient volontaire pendant 15 jours en situation réelle et nous avons pu effectuer une première étude d'aptitude à l'utilisation dans une unité de dialyse grâce à l'association Santélis. Et les retours des patients sont vraiment unanimes. On devinait même leur sourire à travers les masques et ils avaient vraiment des expressions du type « mais c'est un chiffre qu'on ne me donne jamais ». Et j'ai oublié les autres expressions, mais vraiment, ils avaient vraiment des retours spontanés qui montraient à quel point... Alors, je parle beaucoup de l'eau ce soir, je parle assez peu de la vingtaine d'autres mesures que l'on fait pour une question de temps, mais aussi de confidentialité. On pourra les développer un petit peu plus au corner, mais vraiment, on apporte une nouvelle manière de prendre en charge la maladie et de rendre le patient acteur de sa santé. Et alors, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour commercialiser? Parce que j'ai vu que c'était à partir de 2023. Qu'est-ce qui manque là aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est toujours en R&D, donc on a un prototype que vous pourrez voir tout à l'heure pour vous rendre compte par vous-même. Donc la R&D d'un produit MedTech prend du temps. L'année prochaine sera essentiellement consacrée à tout l'aspect réglementaire, au marquage CE, qui demande beaucoup de travail et de ressources. Et cette année, on termine la R&D, c'est-à-dire comment on va convertir ce prototype, qui est une preuve de concept, en prototype de pré-série, prêt à être produit et que l'on pourra amener au marquage CE. Donc c'est maintenant que vous allez le breveter ou c'est déjà breveté? Alors on a déjà posé un premier brevet, il y aura d'autres brevets à venir, notamment puisque avec ces mesures que l'on va faire, on va ouvrir aussi la porte à développer de l'intelligence artificielle. La partie algorithme est aussi essentielle et fera notre différence par rapport à la concurrence, puisque aucun concurrent ne pourra développer les mêmes algorithmes, puisqu'aujourd'hui il dispose de mesures sur des études cliniques limitées, sur des petits groupes, alors que nous on va collecter des données de vie réelle sur tous les profils de patients. Donc on prendra vraiment une avance en dehors des brevets, rien que par la qualité des algorithmes que nous pourrons développer. Pour pouvoir développer commercialement votre produit, l'association avec des dispositifs ou des associations du type Santélis est primordiale, parce que voilà, enfin, sur notre région en tout cas, ils sont incontournables sur la dialyse. J'ai vu Santélis dans vos partenaires. Est-ce que vous avez d'autres partenaires sur d'autres régions? Vous êtes en train de développer cette partie-là? Alors au niveau associatif, pour l'instant on travaille uniquement avec Santélis. Donc il faut savoir qu'en France, les patients sont pris en charge
à peu près en 3 tiers, un tiers par les associations de dialyse, un tiers par les hôpitaux privés, un tiers par les hôpitaux publics. Donc nous, effectivement, pour accéder au marché, on commencera par les associations qui sont spécialisées dans la mise et le traitement à domicile des patients. Et même un hôpital public qui traiterait un patient à domicile passera par ces associations. Donc ils sont vraiment essentiels dans cette mécanique. C'est une spécificité française. On travaillera avec des centres pilotes de la même manière à l'étranger. Il y a une quarantaine d'associations de dialyse en France que l'on connaît très bien, puisque à la fois Marlène et moi, on travaille avec ces associations depuis plus de 20 ans. Donc on sait très bien lesquelles aller voir en premier, lesquelles sont le plus orientées vers l'autonomie du patient. Ça nous laisse largement le temps de démarrer et de pouvoir implémenter progressivement la vente. Et justement, est-ce que ce sont ces associations comme Santélis qui installent le dispositif chez les patients? Qu'en est-il de la maintenance? Est-ce que le patient peut le faire seul ou... Alors a priori, il n'y a pas de maintenance sur ce type de produit qui est relativement simple. C'est vraiment un produit qu'on dépose, qu'on installe chez le patient. Donc effectivement, les associations sont toutes désignées, puisqu'elles ont déjà l'habitude d'installer même des générateurs de dialyse à domicile, qui sont des choses beaucoup plus complexes. Elles ont des services techniques. Dans la réglementation aussi, on a une limite, c'est-à-dire que l'industriel a des limitations par rapport aux interactions qu'il peut avoir avec le patient. Donc effectivement, l'association sera au centre. Et pour ajouter quand même sur la question de Christian, on a aussi un partenariat avec le Digital Medical Hub de la PHP à Paris. On démarre les travaux la semaine prochaine d'ailleurs. 5 CHU sont impliqués dans le groupe d'experts et ils vont vraiment remettre en cause tout ce que l'on a développé, tout le positionnement pour vraiment nous accompagner dans la meilleure manière d'amener le produit sur le marché. J'ai une question de la salle sur le coût de ce dispositif. Alors le coût aujourd'hui restera à préciser quand on aura les coûts de fabrication. L'objectif est de 1 500 € par unité, en comparaison avec les dispositifs professionnels aujourd'hui qui sont plutôt de 15 à 20 000 €, puisque l'objectif c'est de pouvoir équiper les patients chez eux. Donc tous les développements que l'on fait jusqu'ici visent à avoir à la fois la performance dont on a besoin au domicile, mais aussi la possibilité de l'installer à domicile. Et d'ailleurs, quand on a travaillé avec Santélis, la première fois que j'ai parlé d'équiper des patients, j'ai bien senti un mouvement de panique, parce qu'eux ils se sont dit 20 000 € par patient, j'ai pas prévu. Donc ça fait partie du développement et du concept d'avoir des choix qui soient réalistes par rapport au marché. Là aujourd'hui, donc Omabilis s'occupe des patients d'insuffisance rénale. Est-ce que ce type de dispositif pourrait aussi s'ouvrir à d'autres pathologies pour d'autres patients qui auraient également des mesures à faire, peut-être pas en eau, mais sur d'autres types de mesures? Alors tout à fait. Donc, dans un premier temps, on ne se limitera pas aux seuls patients dialysés. On commencera aussi à développer des indicateurs et des algorithmes pour les patients transplantés. Comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, comme on va avoir des données de vie réelle, on va ouvrir la porte à de l'intelligence artificielle. Donc on a déjà beaucoup de développement de notre côté, mais il est tout à fait imaginable de reproduire la même approche sur d'autres maladies chroniques, en particulier les maladies qui sont fréquemment associées à l'insuffisance rénale. Mais ce sera avant tout une question de priorité, de moyens disponibles pour le faire. Du coup, en fait, sur votre dispositif, vraiment le gros gain pour le patient, c'est finalement de lui faciliter la vie et d'éviter ses allers-retours à l'hôpital pour faire ces mesures. Alors c'est une question plus compliquée qu'elle n'y paraît en fait. Aujourd'hui, la vie du patient est vraiment complètement orientée par rapport à ce qu'il a le droit de boire ou non. Et aujourd'hui, c'est fait à l'aveugle, y compris pour les néphrologues qui doivent définir leur poids sec, qui est une valeur qui varie, que l'on évalue sur des critères de symptômes ou de signes d'intolérance. Quand vous savez que 80% des patients, au moins, ont des manifestations d'intolérance pendant les séances de dialyse, c'est ça que l'on va être capable d'améliorer, d'éclairer le patient sur ce qui lui arrive et de lui redonner un contrôle sur une maladie qui est aujourd'hui complètement subie. Eh bien, merci beaucoup, Julien. On arrive au terme de cette session de questions-réponses. Et du coup, j'invite le dernier porteur de projet, Romain Jacquet, à nous rejoindre, donc le fondateur de Neuronalis.
Donc Romain, bonsoir. Vous êtes vous aussi originaire de la région, comme les autres porteurs de projets ce soir. Vous avez un parcours à la fois technique et opérationnel. Vous êtes diplômé d'Epitech Lille et vous avez aussi effectué certaines de vos années à Paris et en Afrique du Sud. Ce cursus technique d'ingénieur est doublé d'une expérience de DSI, donc directeur des services d'information, de plusieurs années dans des collectivités territoriales et notamment à la ville de Los. Et c'est probablement ce type d'expérience qui vous a donné envie de créer Neuronalis et vous allez nous expliquer ça tout à l'heure. Vous êtes aussi président et fondateur de Xvox à Los également, qui conçoit un outil de synthèse vocale pour les sites web, donc c'est-à-dire qu'en fait il rend le site accessible aux personnes malvoyantes ou qui ont des difficultés de lecture. Et parmi vos clients, et non pas des moindres, on peut citer l'Élysée ou les services du Premier ministre. Et depuis 2019, vous êtes directeur général et fondateur de Neuronalis, qui développe une solution d'analyse intelligente dédiée à la Safe et à la Smart City. Et je vous laisse nous expliquer ce qu'il en est. Vous avez 7 minutes, allez-y. Merci beaucoup Amandine. Bon, tout est dit, je pense. Donc, bonsoir à tous, Romain Jacquet, je suis directeur général et fondateur de Neuronalis. Nous sommes éditeurs de logiciels basés sur l'intelligence artificielle avec une expertise en analyse d'images. Nous avons développé la solution Neurocop, qui est une solution d'analyse d'images intelligente dédiée à la Safe et Smart City. Pour vous parler de Neurocop, je vous propose de vous mettre en situation. L'été approche, vous allez partir en vacances, en tout cas je vous le souhaite. Malheureusement, vous aurez peut-être le constat à faire à votre retour d'avoir été cambriolé. Ça, je vous le souhaite moins par contre. Cette problématique du cambriolage, vous allez voir qu'elle va être très impactante. Vous rentrez 15 jours plus tard, vous constatez, vous allez déposer plainte auprès des forces de l'ordre en essayant de récolter quelques informations sur ce qui a pu se passer. Peut-être un de vos voisins a vu un véhicule inhabituel circuler, un utilitaire de couleur rouge, admettons. Vous allez voir les forces de l'ordre, vous leur communiquez ces informations, vous déposez plainte. Ils vont récupérer un maximum d'outils pour essayer de résoudre ce fait, et ils vont notamment s'appuyer sur le dispositif de caméra qui a été mis dans la ville, puisque votre ville est vidéosurveillée. Et donc il y a peut-être 20 caméras près de chez vous que les agents de police vont essayer d'exploiter pour comprendre ce qui s'est passé et retrouver l'auteur du fait. Vous êtes parti 15 jours, il y a 20 caméras, 300 jours de données. Je ne sais pas si vous vous représentez, c'est colossal. Il y a une personne dans les forces de police qui va devoir analyser 300 jours de vidéos, qui va devoir les visionner. Donc il y a 90% de chances qu'ils ne trouvent rien ou qu'ils s'arrêtent entre-temps, et bye bye, vous ne retrouverez jamais vos affaires. C'est là que Neurocop intervient. Et vous allez voir que Neurocop, le véhicule utilitaire de couleur rouge, il l'a trouvé. Et en moins d'1 minute. Et ça, c'est intéressant. L'opérateur n'a plus besoin de visionner les 300 jours de données. Il a accès à un moteur de recherche, une sorte de Google de la vidéo, qui va faire le traitement pour lui et qui va juste lui donner toutes les séquences où un véhicule utilitaire de couleur rouge est passé. Et du coup, on va accélérer son investigation. Donc l'essence de Neurocop, c'est ça, d'analyser l'image pour éviter aux opérateurs de police de gérer des tâches chronophages à faible valeur ajoutée. Et donc, on va aller détecter en temps réel dans les images des caméras les véhicules, par leur marque, modèle, couleur, numéro de plaque, etc. La couleur des vêtements des personnes. On a accès à un grand nombre d'informations qu'on va détecter en temps réel et mettre à disposition de ces forces de police pour qu'ils puissent supporter la population, venir vous aider quand vous en avez besoin. Neurocop, c'est donc un moteur de recherche évolué, un module d'alerte en temps réel et surtout un matériel de calcul ultra performant. Aujourd'hui, nous avons la solution logicielle et matérielle la plus performante du marché en termes de temps de traitement et de qualité. On travaille avec une dizaine de collectivités aujourd'hui au niveau national, dont 3 grandes références en région de France, les villes de Roubaix, Ronques et Ambrochy. On a parlé du marché, et malheureusement vous allez voir qu'il est principalement international. En face de nous, c'est des Russes ou des Israéliens. Vous imaginez bien que dans le contexte actuel, pour analyser les images de nos collectivités, c'est mieux de faire confiance à un Français plutôt qu'à un Russe. Je vous laisse apprécier l'image. Notre ambition, c'est donc de créer le leader français de l'analyse d'images intelligente dédié à la Safe et Smart City. Ce marché mondial, il est de 10 milliards d'euros. En France, ça représente 200 millions d'euros par an, et le segment des collectivités que nous prospectons est de 20 millions d'euros par an. Ce qui laisse présager la verticalité et la capacité de toucher un marché très important. Aujourd'hui, Neurocop, on le distribue de façon indirecte. On travaille avec de grandes entreprises dont vous voyez les logos au centre de la slide, qui vont installer les caméras dans les villes et proposer à leurs clients du secteur public Neurocop pour les aider dans leur exploitation.
Le client va acheter les licences logicielles d'exploitation, le matériel de calcul ultra performant, et payer un abonnement annuel pour le maintien en condition opérationnelle et les maintenances. S'il y a une nouvelle Tesla qui sort l'année prochaine, ce qui est fort probable, on va l'ajouter dans nos modèles et le mettre chez nos clients qui payent leur abonnement. On vise la niche des petites et des moyennes collectivités qui représentent 80% de ce segment. Nous avons créé l'entreprise à 3 associés fondateurs. Sur la gauche, Fabien Anthony, qui a une vingtaine d'années d'expérience en entrepreneuriat, qui est responsable administratif et financier de l'entreprise. Sur la droite, Fabien Gavory, qui est directeur technique, qui a un gros background technologique et qui est un ancien camarade de promo, qui a 6 ans d'expérience en tant que directeur technique dans l'entreprise On prend un café. Et moi-même au centre, qui ai plusieurs années d'expérience dans le secteur public, dont 5 en tant que directeur des systèmes d'information à la ville de Los. C'est en déployant le dispositif de caméra pour la ville de Los que j'ai identifié la problématique et eu l'idée de créer Neurocop. Notre ambition, c'est d'aller chercher un marché plus important. On vise la télésurveillance, l'industrie et la défense, en plus de l'internationalisation du produit. Pour cela, on va aller développer des facteurs technologiques différenciants, dont notamment passer de la détection d'objets à la détection d'événements, un départ d'incendie, fuite de produits chimiques, etc. On va également axer notre développement sur des modules de Smart City pour passer de la safe des forces de police à la smart, pour plutôt aider les citoyens avec les images que nous allons analyser. Notre ambition en termes de croissance, c'est de réaliser 11 700 000 € de chiffre d'affaires à la fin d'année 2026. On atteindra le seuil de rentabilité au 3e trimestre 2024, à partir duquel on va générer de la trésorerie disponible. C'est la partie verte que vous voyez sur la slide, ce qui va nous laisser un bon levier de croissance et qui va permettre aux nouveaux entrants au board de se rémunérer. On a l'ambition de recruter une quarantaine de TP, une quarantaine de personnes, pour pouvoir atteindre ce chiffre d'affaires. La levée de fonds sera articulée de la façon suivante. Nous recherchons 1 500 000 €, dont 1 million d'euros en equity, que nous compléterons avec un prêt d'amorçage d'innovation auprès de la Banque publique d'investissement, à hauteur de 500 000 €. Il y a un peu plus de 40% de cette somme qui sera dédiée à l'effort de R&D. On va aller chercher nos talents en recherche et développement pour aller développer les facteurs différenciants et prospecter les nouveaux marchés. On veut également muscler notre équipe de production. Aujourd'hui, notre carnet de commandes est plein. Tout nouveau client qui passe commande ne sera livré qu'en fin d'année, ce qui est très dommage. Donc on doit muscler l'équipe de production pour aller épurer notre carnet de commandes et accélérer le développement. On a un peu plus de 40% également de ce montant qui sera dédié aux personnes clés en commerce et en marketing. On a un savoir-faire intéressant, je pense que vous l'aurez compris, et on a besoin de faire savoir maintenant. Donc on doit accélérer le recrute en commerce, en marketing et se positionner sur les salons pour faire connaître plus largement la solution. Et les 18% restants serviront à financer le BFR et à la protection de la propriété intellectuelle, dépôt de brevets et autres. Investissez chez Neuronalis pour créer le leader français et européen de l'analyse d'images intelligentes dédié à la Safe et Smart City. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à venir sur le corner qui est juste derrière vous pour voir la totalité de la solution, le matériel, le logiciel, fonctionner en temps réel. Merci beaucoup Romain. Vous parliez donc dans votre pitch notamment des cambriolages, mais est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres types de délits qui pourraient être utiles avec votre solution? Que nous pourrions résoudre. Oui, que vous pourriez résoudre plutôt. Oui, absolument. Alors déjà, je n'ai pas d'une chose, c'est qu'en France, il y a 190 000 cambriolages par an en moyenne, ce sont les chiffres de l'année dernière, et il y en a seulement 10% qui sont résolus. Ça vous laisse imaginer la problématique d'exploitation et le besoin d'outils pour ce type de délit. Par contre, il y a bien d'autres choses, effectivement. Aujourd'hui, j'ai utilisé cet exemple pour illustrer ce principe, et je pense que peut-être ça va vous parler si vous partez en vacances cet été. Mais il y a bien d'autres types de choses, comme les agressions, et d'autres trucs pas sympas, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je pense que vous voyez bien, où on peut aider les opérateurs à accélérer, on va dire, la résolution des faits. Le principe, c'est qu'on analyse les images, on va aller détecter de l'événement et on va vous permettre de bénéficier de l'exploitation des caméras quand vous en aurez besoin, quand vous serez dans une situation pénible. J'ai une question de la salle, une question d'actualité et footballistique. Est-ce que vous auriez pu traiter les images des incidents du Stade de France et éviter de tels débordements ? Potentiellement, oui, bien sûr. On aurait pu détecter les RICS. Alors, on n'aurait pas détecté les faux billets, puisque je ne sais pas si vous avez vu, c'était des vrais faux. Ça, on n'aurait pas pu. Par contre, oui, on aurait pu détecter les regroupements de personnes, par exemple les attroupements. Ça, on aurait pu le faire, nous. Ah, ça, c'est pas mon rayon, pour le coup. Par contre, détecter les personnes qui ont des comportements hostiles, qui se regroupent, qui commencent à chahuter, ça, oui, on aurait pu le faire, alerter peut-être plus rapidement et peut-être accélérer la prise de décision, ce qui aurait été, à mon avis, salutaire.
Alors aujourd'hui, Neuronalis s'adresse plutôt à la Safe City, donc avec vos premiers clients, les forces de police via les collectivités. Quels sont les usages qu'on peut imaginer pour la Smart City ? Effectivement. Alors, on a commencé par la Safe City parce qu'on connaît bien les forces de police, donc plutôt police municipale. Pour y avoir travaillé, je les connais assez bien. Et ce sont eux qui détiennent l'accès aux caméras. Par contre, ce que l'on veut faire, une fois qu'on a accès à ces caméras, c'est plutôt aller sur des choses qui vont aider au quotidien. Par exemple, on sait comptabiliser le nombre de véhicules en temps réel dans les villes, sur les axes routiers. On va proposer de la gestion de trafic intelligent. C'est un premier exemple qui va de soi. On va pouvoir mesurer le taux de fréquentation des rues aussi des personnes pour pouvoir ouvrir cette donnée aux restaurateurs qui vont pouvoir simuler l'affluence de leur établissement, par exemple. Il y a énormément de déclinaisons possibles, plutôt smart, sur la base de la même technologie que l'on veut développer, et c'est vraiment notre axe de bataille. On commence par la safe parce qu'on sait facilement l'adresser, il y a un gros besoin marché aujourd'hui, mais on veut très vite pivoter sur la smart côté public et prospecter les autres segments que j'ai évoqués précédemment. Est-ce que vous avez déposé des brevets pour les solutions que vous avez imaginées, Neurocorp ? Alors pas encore, par contre on a tout structuré pour le faire. On cherche aussi, par le biais de ce financement et de cette levée de fonds, les moyens de le faire, on va dire, de la bonne manière et de tout de suite déposer des brevets à horizon international sur certains de nos algorithmes et certaines de nos briques pour bien sûr protéger, et pas qu'en France. Alors vous êtes sur un secteur où voilà, il y a beaucoup de projets et il y a vous avez besoin de ressources. Là, vous nous avez indiqué la croissance prévue des ressources. Comment avez-vous prévu de recruter, d'attirer des talents pour compléter vos équipes ? Alors aujourd'hui, on n'a pas trop de mal. Pour le coup, c'est plutôt eux qui se présentent à nous. Alors, il serait illusoire de dire qu'on fait tous les recrutements nous-mêmes. On passe par des cabinets, bien sûr, qui sourcent pour nous les bons profils. Par contre, on utilise des technologies assez sexy. Tout est développé dans des langages très proches de la machine chez nous. On fait du matériel, du logiciel, sur de l'intelligence artificielle. C'est de la sécurité malgré tout. Donc en fait, tout ça, c'est un peu des bons mots qui attirent les talents. On n'a pas de mal, franchement, lorsqu'on ouvre une candidature auprès d'un cabinet de recrutement, on a très vite énormément de profils qui se présentent à nous. Donc on n'est pas très inquiet sur le fait de trouver les talents, l'important étant de trouver les bons. Vous parliez d'un marché international. Du coup, quel est le marché que vous souhaitez adresser en premier ? Plutôt l'Europe, l'Asie, États-Unis ? Alors, je ne l'ai pas dit, c'était dans les slides. Aujourd'hui, sur les 10 milliards, il y a 63% sur la partie Chine-États-Unis. La Chine, c'est complètement exclu, puisque c'est toute la partie sécurité gérée par un programme d'État, donc on n'ira pas. Par contre, l'Asie, où il y a beaucoup de pays qui ne veulent pas consommer de technologie chinoise, présente un intérêt important. Les États-Unis, naturellement, puisqu'on y consomme la technologie différemment. Donc, on va dire qu'assez naturellement, ce sera plutôt États-Unis, Asie, mais pays hors Chine, vers lesquels on se tournera. Et je pense qu'à très court terme, on aura des opportunités avec nos partenaires qui, eux, sont déjà présents en Europe. Donc je dirais qu'on viserait les États-Unis et l'Asie, mais l'Europe se présentera probablement à nous par le biais de nos partenaires en premier. Et comment ça se passe du côté de la réglementation ? Je pense notamment au RGPD. Quelles sont les contraintes réglementaires qui doivent être fortes, j'imagine ? Oui, il y en a beaucoup, notamment chez nous. Ce qui est très intéressant sur le RGPD, c'est que, étant issu du secteur public, je connais plutôt bien, on va dire, le fonctionnement de la CNIL et aujourd'hui la législation sur le RGPD. Aujourd'hui, les métadonnées, ce qu'on appelle les métadonnées, véhicules, voitures, couleurs, etc., qu'on va récupérer dans les caméras, ne sont pas strictement encadrées dans le cadre du RGPD, puisque la loi n'est pas encore mature sur le sujet. Donc par essence et par design, la CNIL les autorise, et elle n'a fait que cadrer la notion de lecture de plaques d'immatriculation dans son RGPD. Donc nous respectons bien évidemment le fondement lorsque nous lisons des plaques. En revanche, sur les autres métadonnées, il n'y a pas de cadre, donc on est autorisé à les exploiter. Par contre, on contribue à travers un groupe de travail en ce moment avec la CNIL à clarifier cette posture pour créer une loi qui nous permette d'exprimer nos technologies, d'aider les opérateurs, tout en protégeant le respect de la vie privée. Donc la CNIL s'est saisie du sujet. Nous travaillons avec la CNIL ainsi que d'autres acteurs du secteur pour faire évoluer une loi qui cadrerait précisément l'exploitation de ces métadonnées. Mais pour l'instant, on est dans une zone grise qui nous permet de faire beaucoup de choses. Alors moi j'avais une question, mais je vois qu'elle a été reprise pour partie aussi par le public. Stratégie de développement commercial, comme ça peut être un marché très très large, est-ce que vous y allez en direct ou est-ce que vous passez par des intégrateurs ? Et le deuxième volet de la question, c'était de dire, vous affichez je crois 11 ou 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. 11,7 millions. Combien de solutions il faut vendre ? En fait, on ne se rend pas compte de ce que ça, finalement, de ce que ça coûte et du nombre de contrats ou d'abonnés ou... Oui.
Alors pour la première question, on passe exclusivement en indirect pour l'instant. On va effectuer des opérations marketing auprès des villes pour nous faire connaître. Par contre, systématiquement, on va passer par des grandes entreprises qui sont titulaires des marchés publics pour l'exploitation des dispositifs de vidéosurveillance, des entreprises comme FH, Bouygues, Vinci, etc., qui vont proposer notre solution à leurs clients et qui vont faire passer la commande en direct. C'est-à-dire, eux vont récolter la commande du client public et vont nous commander à nous la solution. Donc, du coup, ça nous permet d'aller plus vite dans le développement, puisque ces acteurs-là ont des gros portefeuilles clients, et on n'est pas tenu de passer des appels d'offres avec les collectivités, ce qui retarderait notre développement considérablement. Ça, c'est pour la première question. Pour la seconde, sur les 11,7 millions, on est à un peu plus de 800 produits vendus pour atteindre ce chiffre d'affaires, avec un panier moyen qu'on a estimé donc à un peu plus de 20 000 €, qui néanmoins ne tient pas compte de l'ajout de fonctionnalités supplémentaires que l'on va faire. On a globalisé le panier moyen sur l'exercice du business plan sur 5 ans. Néanmoins, on a un panier moyen qui va augmenter au fil des ans. On va peut-être démarrer d'entrée de gamme à 13 et finir à 40, selon le nombre de caméras qu'on va traiter et les fonctionnalités que l'on va mettre. Donc, un peu plus de 800 produits vendus pour 11,7 millions. Merci. Merci beaucoup, Romain. Vous clôturez cette session des 4 porteurs de projets. Je laisse donc la parole ensuite à Christian Gourdin. Donc, merci à nos 4 porteurs de projets, merci à nos coachs, Julien de KPMG, Marine de Madame Pitch et Tanguy de Bignon-le-Bray. Ils peuvent se montrer peut-être, Marine et Julien, c'est sympa qu'on voit vos visages. Alors, Julien, on l'a vu tout à l'heure, mais il peut revenir. Marine et Tanguy, voilà. Donc merci à nos partenaires. Merci à notre partenaire vidéaste, puisque tout a été filmé et sera disponible sur le site. Merci à notre animatrice, c'était une première et c'était parfaitement réussi. Donc Amandine de la Gazette Nord-Pas-de-Calais. Merci à la région, à l'AMEL, à tous nos partenaires incubateurs qui nous proposent des projets. Et donc c'est grâce à eux aussi qu'on peut comme ça avoir ces comités de sélection et vous proposer les 4 porteurs de projets de ce soir. Merci à tous les investisseurs qui étaient présents aussi. Il y a sur l'écran les prochaines dates de nos prochaines rencontres, donc le jeudi 13 octobre et le mardi 6 décembre pour les prochaines soirées Investinov et la soirée des ambassadeurs des Business Angels le mardi 15 novembre. Donc, Business Angel Academy. La Business Angel Academy qui est mise en place grâce à nos partenaires, donc la Banque Populaire du Nord qui nous accompagne depuis maintenant 3 ans, un peu plus de 3 ans. Et donc sans qui tout ne serait pas possible. On ne sait pas où on serait en fait. Et ce soir, c'est encore une soirée, une belle réussite. Encore merci à la Banque Populaire du Nord, donc à Stéphanie, à Sabine et à toutes les personnes qui nous accompagnent. Avant de vous laisser discuter avec les 4 porteurs de projets, je voulais vous faire une petite annonce. Il y aura pour les CEO qui ont été accompagnés par Investinov ou par ceux qui souhaiteraient se faire accompagner par Investinov, une soirée qu'on appelle les ambassadeurs de l'innovation, où là aussi on sera aidé, accompagné, sponsorisé par la Banque Populaire du Nord et par Finorpa, qui aura lieu le jeudi 20 octobre, avec une table ronde où on pourra échanger avec des porteurs de projets et des licornes de la région. Je parle de licornes, on va dire des sociétés bien connues et bien référencées de la région qui feront part de leur expérience sur la levée de fonds et autres. Donc merci à tous et le buffet est ouvert. Stéphanie, si tu voulais ajouter... Ouais. J'aimerais bien que les porteurs de projets viennent sur l'estrade à nouveau pour qu'on fasse une jolie photo, parce que voilà, on a eu des porteurs de super qualité. Voilà.